Depuis 1989, des centaines d'acteurs du débat public sont venus échanger avec des étudiants et un public toujours plus large. Année après année, tous ceux qui ont participé à la Cité de la Réussite ont modestement essayé d'apporter leur pierre au débat citoyen. Partager des connaissances, s'intéresser, s'étonner, questionner, apprendre et comprendre les autres. Telles sont les valeurs simples que nous avons essayé de promouvoir depuis 2 décennies. Transmettre est consubstantiel à la nature humaine, qu'il s'agisse de la vie que l'on donne, du savoir que l'on partage, des biens que l'on lègue, des rites et croyances que l'on diffuse, oralement ou par écrit. La Cité de la Réussite est par essence le lieu où se jouent toutes les gammes de la transmission. On se presse au débat pour recueillir la parole et la pensée de celles et ceux qui s'obligent volontiers à transmettre leur expérience, leurs réflexions, leurs solutions ou leurs révoltes. Et bâtir quelque chose ensemble. On est engagé parce que vivre, c'est choisir. Ça veut dire prendre des risques. La réussite ou le succès, c'est une succession d'échecs qu'on surmonte, qu'on contourne. Il faut apprendre à apprendre. J'ai un rêve d'élever l'humanité par la danse. Quelle est l'œuvre d'art qui a pu transformer les gens autant que, je sais pas quoi, les 35 heures ou la retraite? Si ce n'était plus la solution McDonald's qui triomphait. Manger la même chose, penser la même chose dans tous les domaines, ça c'est le contraire de la cohésion. Cette mondialisation est au contraire une grande source de diversité. Je crois aux intelligences collectives. On fait partie d'une unité qui s'appelle l'humanité. Je pense qu'on manque plutôt de tolérance, souvent. On peut respecter quelqu'un qu'on n'aime pas, on ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne respecte pas. La France doit comprendre qu'elle est multiple et que la différence est une chance. Chacun sait qu'il constitue un maillon et que si ce maillon faiblit, tout s'écroule. La lâcheté générale à l'égard de la responsabilité politique. Mais l'idée, c'est d'installer que les hommes politiques sont complètement déconnectés des réalités. Nous sommes entrés dans un nouveau siècle et déjà il est en danger. L'expérience, c'est une lanterne qu'on a dans le dos et qui éclaire le chemin parcouru. La lutte contre l'incertitude, c'est ça notre destin. L'avenir va être absolument passionnant. Le gag. Bon, avant de céder la parole aux étudiants qui ont préparé très sérieusement des questions pour nos intervenants, j'aimerais demander à chacun d'entre eux, ce n'est pas préparé, donc ça va être une surprise pour eux, puisqu'on parle de transmission et de son et d'émotion, j'aimerais leur demander, alors ça va être plus difficile pour le premier que le troisième qui aura le temps de un petit peu réfléchir, mais j'aimerais leur demander un souvenir récent ou ancien d'émotions sonores qu'ils aimeraient vous transmettre tout de suite. Michael. Alors moi j'ai l'excuse de ne pas avoir réfléchi, donc les gars vous avez intérêt à être brillants, puisque je comprends surtout ici qu'il va falloir trouver la petite phrase qui sera reprise. Et si on n'a aucune phrase qui est reprise dans les années précédentes, c'est qu'on aura vraiment été particulièrement mauvais. Alors moi je vais vous raconter une expérience sonore extraordinaire, celle d'un bruit d'un verre qui tombe. Je faisais une interview aux États-Unis, donc j'habite New York, et je faisais une interview sur un problème de fond dans la société, et notamment pour nous qui sommes des communicants. Moi, je travaille pour des marques et j'essaye de faire en sorte que le son aide les marques à gagner, pas simplement en capacité à être identifiées, à être différenciées, mais aussi à être comprises et à être aussi aimées.
Et une étude est sortie il y a un an et demi au Canada qui montre qu'on est en train de détruire notre capacité d'attention. Il y a une sociologue qui dit finalement qu'on est maintenant dans une sorte de attention continue mais partielle permanente. Et pourquoi? Parce que regardez, là vous regardez Olivier, vous écoutez Mickaël, mais vous avez aussi peut-être votre portable dans la main. Vous pensez à un autre truc, vous avez même chez vous un écran, 12 écrans, 14 écrans, et finalement vous êtes attentif un tout petit peu à tout. C'est compliqué d'échanger et de transmettre de l'émotion quand on a une concurrence qui part dans tous les sens. Et à ce moment-là, j'explique à cette personne que moi je crois que le son peut sauver la relation, que c'est un élément de transmission d'une puissance incroyable. Parce que finalement, quand je tourne la tête, je ne vous vois pas, mais je peux encore vous entendre. Et à ce moment-là, dans ce bar où je donne cette interview, un type fait tomber un verre, le verre se casse. Et dans ce restaurant, dans ce bar où il y a 120 personnes, tout le monde s'arrête. Le son a interpellé, c'était il y a 3 semaines. Hein. Après, vous me direz sérieusement si c'était bien réfléchi. Mais tout le monde s'arrête et le son transmet. Dans mon métier, le son est d'abord un témoin de quelque chose. Mais le son, un petit verre comme ça, face à beaucoup de gens très intéressants, sûrement très intelligents, qui avaient des discussions profondes, ce son d'un petit verre a transmis quelque chose, une information, et finalement un vecteur d'émotion. Qu'est-ce qui s'est passé? Une interrogation qui a eu cette capacité incroyable à attraper de l'attention à des gens qui finalement ne voulaient pas lui en donner. Voilà, je commence par quelque chose peut-être d'anecdotique, mais c'est aussi pour parler de cette puissance du son dans sa capacité peut-être fonctionnelle, mais aussi émotionnelle. Mais c'était un son ou c'était un bruit pour vous? C'était le son d'un verre qui tombe. Renaud Capuçon. Bonjour à tous. Alors, voilà, quand Olivier a posé sa question, j'ai eu immédiatement une image que je vais transcrire en son. C'est quand j'avais 16 ans, j'ai fait partie d'un orchestre qui s'appelait l'Orchestre des Jeunes de la Communauté Européenne, qui avait été créé par Claudio Abbado, et on était dirigé par Carlo Maria Giulini, qui était un immense chef d'orchestre italien. Et voilà, pour moi, le premier grand choc sonore, c'est jouer la 9e de Beethoven avec ce chef d'orchestre dans la salle du Concertgebouw d'Amsterdam, qui est une salle assez mythique. J'étais tout au fond des seconds violons, vraiment au tout dernier pupitre, donc vraiment la dernière place dans l'ordre protocolaire. Et ce jour-là, dans cette 9e de Beethoven, j'ai eu un choc sonore comme jamais j'avais eu auparavant et comme assez rarement j'ai eu ensuite. Ce choc m'a permis de comprendre que je voulais faire la même chose que ce chef d'orchestre, c'est-à-dire que, non pas devenir chef d'orchestre tout de suite, peut-être un jour, mais en tout cas essayer de façonner cette sonorité pour qu'elle se transmette en émotion. Finalement, ce son qui m'a tant marqué quand j'avais 16 ans ce jour-là, c'était uniquement de l'émotion qui était transcrit par et au travers le son. Et c'est ce qui a complètement façonné ma vie musicale jusqu'à aujourd'hui. Et c'est on peut en parler des heures, mais c'est l'idée que, en fait, cette sonorité que j'ai reçue ce jour-là, elle m'a éclairé, elle m'a rassuré, elle m'a fait du bien, et ça rejoint un peu ce que disait tout à l'heure Mickaël. C'est-à-dire que le son, en fait, est quelque chose qui peut nous parler, qui nous raconte des histoires. Je crois que c'est infini ce qu'on peut imaginer avec le son. Et voilà, pour faire court, en gros, ce jour-là, j'ai réalisé que je voulais être musicien pour cette raison. Avant, je voulais être musicien parce que je trouvais la musique formidable. J'avais peut-être pas compris à quel point ça me rassurait, et ce jour-là, j'ai compris. C'est absolument fascinant. Avant de passer la parole à Quentin Sagnier, je ne peux pas m'empêcher de réagir par rapport à ces deux exemples, parce que l'histoire de l'art oscille entre deux pôles, qui est-ce qu'il vaut mieux surprendre ou toucher? Et les artistes, souvent, se sont penchés, les uns pensant qu'il faut surprendre l'auditeur ou le lecteur ou le spectateur, et les autres pensent que c'est une chose plus profonde de le toucher. Et là, nous avons vraiment les deux exemples. Entre Mickaël, un son imprévu, tout d'un coup, qui est très bien du reste pour ce qu'il fait, puisque dans son métier, il travaille avec des entreprises pour que ces entreprises attirent l'attention et dire « Oh, j'existe dans ce monde
dans ce monde d'uniformité, j'existe et j'ai ma propre voix. Et peut-être que ce que je vais vous faire entendre est différent des autres. Donc tout d'un coup, un bruit, un son comme ça qui impose le silence, qui fait que tout le monde regarde et tend la tête. Alors c'est véritablement une surprise, hein. D'ailleurs, un grand musicien comme Joseph Haydn a utilisé cette surprise dans sa musique. Il y a même une de ses symphonies qui s'appelle La Surprise, puisque pour réveiller les personnes qui dormaient, il a donné un grand coup de cymbale en plein milieu d'un mouvement lent qui est très musical, mais qui est très extraordinaire, parce que tout le monde, les gens qui dorment, il y en a quelquefois au concert, se sont réveillés à ce moment-là. Et puis Renaud, qui a le souvenir de quelque chose qui lui a été transmis par un grand maître, qu'il admirait, quelqu'un qui avait passé sa vie à faire du son quelque chose de spirituel, comme à la fois une transcendance et une immanence, quelque chose qui l'a bouleversé et qui a probablement, par capillarité, on pourrait le dire, créé l'artiste qu'il est devenu, et c'est ce son qu'il a reçu, c'est donc l'héritier de ce son, et qu'il nous transmet aujourd'hui lui-même avec son violon. Nous allons passer la parole maintenant à Quentin Sani, qui va peut-être nous donner une autre image sonore. J'ai des centaines d'exemples, mais je pense qu'un des plus touchants que j'ai vécu, c'est en jouant un fantôme, un de nos produits, auprès d'un enfant sourd. Et en fait, cet enfant, il a senti les vibrations, je pense, et il a simplement posé ses deux mains. Il a posé ses deux mains comme ça sur les deux haut-parleurs du fantôme pour sentir le son. Et il a eu un sourire qui est un sourire de naissance, quoi, je dirais, de quelqu'un qui tout à coup accède à quelque chose de nouveau. Et on aura envie de faire plus. Enfin, c'est un enfant comme ça, on se dit, déjà il a senti quelque chose de tellement fort, et on aura envie de lui donner accès à l'écoute, quoi. Mais c'était un moment, voilà, ces moments dérisoires et en même temps qui vous fondent, quoi. Alors, c'est vraiment extraordinaire. Je suis très content d'être venu. Je suis content que vous soyez venu aussi, parce que autre racine, autre image du son, c'est que le son, c'est une vibration. Et ça, c'est tout à fait fascinant. Merci, Quentin. C'est que le son peut être entendu par des personnes sourdes. D'abord, l'émotion nous permet de grandir, l'émotion est consolatrice, mais le son est aussi peut être entendu par des enfants autistes, des enfants, des personnes dans le plus grand dénuement, et nombreux sont les musiciens. Renaud est l'un de ceux-là qui vont dans les hôpitaux, dans les prisons parfois, ou parmi ceux qui souffrent ou qui sont en fin de vie, et c'est là où le son permet de relier à quelque chose de tout à fait fondamental en nous, profondément, et aussi une force extérieure que, si nous sommes humains, nous cherchons en vain, et parfois nous avons la chance de trouver. Mais ce son qui est une vibration, c'est quelque chose à ne surtout pas oublier. C'est-à-dire que le son, c'est une vibration évidemment spirituelle, évidemment émotionnelle, mais aussi physique. Et si je peux me permettre de me rappeler, puisque Renaud a cité Claudio Abbado, moi je me rappelle un concert de Claudio Abbado où j'ai pris conscience que le son me traversait. Et c'est quelque chose de tout à fait extraordinaire, parce que des fois au concert, le son est devant vous. Et quelquefois, alors,
l'acoustique de la salle y aide, mais quelquefois, ce son vous traverse physiquement et vous vous sentez connecté à la nature, à l'univers, au cosmos. Voilà, donc écoutez, c'était totalement improvisé, mais je crois que nous avons réussi à brosser les grandes lignes de notre thème qui nous réunit aujourd'hui. Alors d'abord, nous allons écouter les étudiants qui ont préparé des questions aux différents intervenants, et ensuite ce sera vous, personnes dans la salle, qui pourrez directement poser vos questions à nos intervenants. Nous commençons par qui? Comment? Justement, ça va être il y a un rituel et un cérémonial auquel on ne peut pas déroger. Je suis désolé, je sens qu'il y a des rebelles dans la salle. Mais l'idée, c'est qu'il y a des personnes qui ont préparé, qui ont travaillé, qui ont préparé des questions et qui ont imposé aux invités. Alors, qui veut commencer? Donc je commence. Bonjour, je suis Anaïs, donc j'ai 23 ans et étudiante à l'ESSEC. J'ai une question d'abord pour Michael Boumendil. Vous avez créé l'identité sonore de la SNCF, identité aujourd'hui très ancrée dans les esprits. Pourquoi est-ce si important pour une marque d'avoir une identité sonore? Et plus largement, dans quelle mesure le son facilite-t-il la transmission d'un message? Bonjour. En fait, je suis un peu embêté qu'on rentre comme ça dans le sujet parce que pour moi, il y a une question quand je remonte un petit peu. Et à vrai dire, moi, à titre personnel, je suis aussi assez content d'écouter mes petits camarades. Parce que quand on a un intitulé qui est transmission du son, transmission de l'émotion, on était un peu derrière et entre nous soit dit, c'est difficile de préparer quelque chose comme ça. Et je me dis, mais déjà, est-ce qu'on peut définir de quelle émotion on parle? Et d'abord, est-ce qu'on peut définir de ce que c'est que l'émotion? Un jour, je me souviens, je m'étais penché sur cette question et j'avais découvert un truc, c'est que par exemple, au moment de l'Ancien Régime, qu'est-ce que c'était que l'émotion? L'émotion, c'était un trouble populaire, un village qui se révoltait. Et après, j'avais regardé comment le Larousse définissait il y a quelques années l'émotion. Alors c'était un trouble sentimental. Ça montre d'abord qu'en France, la notion d'émotion a une dimension peut-être à l'époque pas très positive. Moi, dans mon domaine, je ne suis pas sûr que l'émotion sur laquelle Renaud travaille, sur laquelle Quentin travaille, est l'émotion sur laquelle je travaille. Moi, je pense que dans mon domaine, le son, c'est un vecteur de transmission qui a à la fois une dimension fonctionnelle et une émotion au sens où je l'entends moi, c'est-à-dire une capacité à influer sur la façon qu'ont les gens de penser, la façon qu'ils ont d'agir. C'est pas très compliqué. Moi, j'aurais bien voulu faire un petit jeu qu'on laisse la porte ouverte, que Renaud se mette derrière la porte et que quand quelqu'un entre, il y a quelqu'un qui entre, il lui fasse juste « ouh ». Et à mon avis, si tu te mets à gauche, elle ne te voit pas. Et donc, on aurait pu juger de la capacité du son à transmettre une émotion. Hein? Oui. Et en fait, moi, voilà, l'émotion sur laquelle je travaille, c'est la capacité que j'ai, en tant que créateur, à faire bouger les lignes, à faire que les gens se comportent face aux marques, face à la vie, face à la ville, de façon différente. Alors, j'atterris, mais je serais quand même content à un moment que mes petits camarades me disent que eux, ils appellent l'émotion. J'atterris sur votre question. D'abord, je pense que ce qu'était une marque il y a 40 ans n'a rien à voir avec ce qu'elle est aujourd'hui. Une marque il y a 40 ans, éventuellement, c'était une étiquette, c'était un nom, c'était une capacité simplement de dire, voilà, qui a fait ce produit. Et pourquoi on fait ça? Parce que c'est très compliqué d'aimer et de choisir quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et puis, quand on a le choix entre deux produits, si je peux identifier la source, j'ai une capacité à faire cette différence-là. Et puis, au fil de ces 40 dernières années, la marque est une petite bête qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. C'est-à-dire que avant, c'était le gars qui produisait, et puis après, ça a été son chef, après, c'était le chef de projet, après, c'était le directeur de groupe, après, le directeur marketing, après, le directeur général. Et aujourd'hui, quand on travaille sur une identité sonore de marque, c'est le travail du patron. Alors, ça a une autre conséquence. Je vais atterrir, je vous promets. C'est que ce qui était avant un objet devient une personne. Une marque, c'est une personne. Et on se rend compte que pour qu'une marque réussisse, on verra ce que ça veut dire après, mais finalement, il faut qu'on puisse l'incarner.
Une marque, si elle réussit bien, je dois pouvoir l'identifier, la différencier, c'est une chose, mais je dois pouvoir la comprendre. Pouvoir comprendre à travers ses différentes expressions de son existence, ses traits de caractère, sa capacité à offrir du partage. Avant, la marque, c'est un truc qui vous envoyait de l'info. Aujourd'hui, c'est une personne qui vous propose de partager son univers et son territoire. Dans ce sens-là, ça y est, j'atterris, il est absolument évident que les marques doivent se saisir de cette question du son, parce que si elles ne s'en saisissent pas de façon volontaire, elles le subissent. Pourquoi ? Parce qu'une entreprise, elle a besoin de mettre en attente quelqu'un quand vous l'appelez. Quand elle fait un film, et si le film est muet, il n'a pas du tout la capacité d'interpellation et de narration que s'il y a de la musique. Et donc ça peut partir dans tous les sens. C'est un peu Anaïs, si je vous pose la question. Là, vous vous dites que vous vous appelez Anaïs. Mais demain, vous vous appellerez comment ? La schizophrénie de la marque sur la musique, c'est à peu près ça. J'ai une musique à cet endroit, j'en ai une musique à un autre endroit, demain j'en aurai encore au même endroit. Dans un monde de concurrence, et dans un monde finalement, ça me ramène au vert, où nous avons tous une attention de plus en plus réduite, la clarté et la cohérence, c'est la première raison qui permet aux marques d'exister et de réussir. Alors oui, et j'en conclus, si vous n'avez pas d'identité sonore, vous avez plein de sons. Si vous n'avez pas une identité sonore performante, vous ratez une occasion d'être plus fort, mieux compris, mieux aimé, mieux choisi. C'est clair. Qui a une question à poser à un autre? Oui. Votre prénom? Alex. Oui, alors moi j'ai une question peut-être qui s'adresse à vous tous, un peu plus générale. J'ai tenté de faire une distinction entre le son et le bruit, comme vous l'avez évoqué. Pour moi, le son se définit principalement selon deux paramètres, la fréquence, la hauteur, et l'intensité, le volume sonore. Ce qui peut entraîner évidemment une sensibilité auditive qui sera propre à chacun. Le bruit est quant à lui un ensemble de sons produits par des vibrations plus ou moins irrégulières et dépourvues évidemment d'harmonie. Le bruit est donc souvent perçu comme une nuisance, au point d'être parfois perçu même comme une source profonde d'angoisse. Donc dans ces cas-là, est-ce qu'on devrait présupposer que le son véhicule naturellement davantage d'émotions et de sentiments, et que le bruit, ou à l'inverse, que le bruit est le dénominateur commun de tous les sons? Merci Alex. Alors juste une petite chose avant de donner la parole à nos intervenants et à celui qui voudra répondre. Souvent, quand il y a un son nouveau, il nous apparaît comme un bruit. Certains compositeurs comme Varèse ont utilisé des bruits qu'il a organisés de telle manière à faire des sons. Et si vous vous souvenez, en 1913, la création du Sacre du Printemps, ce qui aujourd'hui, le Sacre du Printemps de Stravinsky, correspond probablement au plus grand chef-d'œuvre musical du XXe siècle, les premiers auditeurs qui l'ont entendu considéraient ça comme un bruit épouvantable, agressif et facteur d'angoisse, alors qu'aujourd'hui, n'importe qui peut reconnaître et peut entendre le génie de la construction de cette œuvre. Mais peut-être que nous pourrions demander cette différence entre le bruit et le son, et peut-être pour un violoniste tel que Renaud Capuçon, parce que avant de faire sortir de son violon, si beau soit-il, et je sais que le vôtre est l'un des plus beaux au monde, mais au début de l'apprentissage, c'est un bruit parfois très difficile à supporter par l'entourage. Donc le son, c'est peut-être un bruit qui devient son. Alors, merci pour votre question. C'est vrai que je vais répondre de façon un peu... J'ai essayé d'être synthétique. C'est intéressant de voir à travers la création musicale dans l'histoire de la musique
à quel point on a évolué. Ce que disait Olivier est juste par rapport à Stravinsky. Pardon, mais j'ai joué hier soir à Lisbonne une œuvre moderne, c'est-à-dire une œuvre qui a été créée il y a 4 ans, et que j'ai joué sous la direction du compositeur qui s'appelle Pincher. C'est un grand compositeur allemand. Et j'avais un ami qui était au concert et qui connaît absolument rien à la musique, ce qui n'est pas une critique, hein, c'est juste une constatation pour vous expliquer la suite. Et il me dit en sortant du concert, en fait, c'est quoi ce que tu as joué? Alors je lui dis, j'ai joué une œuvre du 21e siècle, donc qui a été écrite il y a 4 ans. Et il me dit, mais alors donc le compositeur qui dirigeait là, donc c'est quoi? C'est le Beethoven d'aujourd'hui. Alors je lui dis, c'est pas le Beethoven d'aujourd'hui, mais c'est un des grands compositeurs d'aujourd'hui. Et visiblement, mon ami n'a rien compris à l'œuvre, ce qui n'est pas une critique du tout, mais simplement son oreille n'était pas éduquée, ou si ce n'est éduquée, en tout cas habituée à cette sonorité. Alors c'était pas du bruit, c'était vraiment de la musique, mais de la musique d'aujourd'hui. Je dis pas moderne exprès, parce que le mot moderne effraie, alors que le mot d'aujourd'hui, Haydn, Schubert, Brahms, c'était de la musique d'aujourd'hui, quand ils étaient vivants. Voilà. On allait écouter une œuvre contemporaine de Brahms, une œuvre contemporaine de Bach. Donc, je m'égare un petit peu, mais pour vous dire qu'en fait, je pense que son et bruit sont extrêmement liés dans la musique pop, dans la musique rock. Par exemple, si vous envoyez quelqu'un qui n'écoute que de la musique classique, si vous l'envoyez écouter un concert des Rolling Stones, par exemple, il va trouver que c'est beaucoup trop fort en puissance, que c'est presque proche du bruit par rapport à son confort d'écoute qui sera peut-être sur les quatuors de Mozart ou de Schubert. Donc je pense que tout est relatif en fonction de son habitude d'écoute et aussi en fonction de l'évolution de l'écriture de la musique. En ce qui concerne mon approche de violoniste, ce que je peux dire, après chacun va... Juste pour compléter, je pense que la différence entre un bruit et un son créé, c'est l'intention. C'est-à-dire, dès lors qu'il y a le verre qui tombe, c'était peut-être intentionnel, mais c'est l'intention de l'artiste, le compositeur, et puis l'interprète, qui vont transformer des bruits en un son, en une œuvre, et avec une volonté de transmission émotionnelle qui peut réussir très souvent ou pas réussir, ou réussir auprès de certains et pas auprès d'autres. Mais c'est d'abord la volonté, c'est un langage, c'est une façon de dire des choses sur soi, de dire des choses à chacun sur lui-même, etc., que de transmettre de la musique. Et je pense que quand tu joues de la musique, quand tu joues, tu as une envie de transmettre quelque chose qui est bien au-delà du son lui-même, mais qui est lié à l'émotion à transmettre, quoi. Oui, même si je pense que la sonorité est l'ADN d'un interprète. C'est-à-dire que si on prend 2 violonistes qui vont avoir des sonorités différentes, des imaginaires sonores différentes, pour l'un, moi je sais que certains violonistes, je trouve qu'ils ont une sonorité trop comme ci ou trop comme ça, et d'autres vont penser l'inverse. L'esthétique sonore fait totalement partie, à mon sens, de ce qui va faire passer l'émotion. Je pense qu'on pourra en parler plus tard. Est-ce que ça vous convient? Ça vous convient tout à fait. Voilà. Alors, ce qu'on peut aussi remarquer, c'est que le son amplifié, qui est le domaine de Quentin Sagné, est différent du son non amplifié sur lequel souvent, sauf quand il enregistre un disque, parce que je ne crois pas qu'il joue dans des stades, Renaud, pas encore. Hein. Donc c'est souvent le son amplifié ce qui sépare, ce qui a séparé la musique populaire, la musique, comment on pourrait dire, la musique traditionnelle et classique, la musique dans son évolution, avec la musique moderne. C'est vrai que tout d'un coup, la technologie a créé un fossé entre les deux, entre la musique populaire. Autrefois, les compositeurs, Beethoven, Brahms, écoutaient la musique populaire qui se jouait dans les tavernes, et elle était très proche de... Maintenant, il y a vraiment un fossé. Quelquefois, on dit, oui, c'est certains, ils sont dans une... comme ça, dans un idéal, mais on peut très bien dire qu'il y a des groupes, comme par exemple, je dis
comme le groupe Muse aujourd'hui, qui sont aussi dans une recherche et dans un idéal. Mais je crois que ce qui sépare aujourd'hui les choses, c'est vraiment l'amplification du son. Alors justement, quand on est dans le domaine de l'amplification, Quentin Sagnier, est-ce que on recherche un retour aux sources, un certain naturel, ou au contraire, c'est un autre son et c'est une autre couleur que l'on essaie de faire naître? Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit, mais on y reviendra, mais surtout pas. Surtout pas. C'est-à-dire qu'il y a... Nous, on travaille, nous, on fait pas de musique. On ne produit pas de son. On reproduit un signal et on n'a aucune, pour le coup, on n'a strictement aucune intention. C'est Renaud qui a son son. Et nous, on doit le reproduire de manière totalement neutre. On n'a aucune intention. Je veux dire, nos ingénieurs ne s'intéressent pas à la musique. Ils s'intéressent à un signal. Et le problème, c'est d'être capable de reproduire ce signal sans aucune distorsion, sans un bruit, sans aucune saturation, parce que au moment où Renaud joue, il a une intention. Et cette intention, elle est dans des milliers de détails qui sont dans la musique, qui sont la façon de produire ce son est très très particulière. Et c'est ça qu'il faut transmettre aux gens. C'est l'infime détail, l'accès à des choses très voilà. Donc le son, l'amplifier, ce n'est pas vulgariser le son, ce n'est pas du tout créer une barrière, c'est au contraire créer un lien entre une œuvre qui est jouée hier à Lisbonne, voilà, mais à Lisbonne, il n'y avait que les gens de Lisbonne qui pouvaient. Voilà, si vous voulez retrouver Renaud Capuçon, il faut prendre de la musique en ligne et à tout moment, on est capable de retrouver Renaud Capuçon et on est capable si on utilise pour ça un produit exceptionnel que je ne citerai pas, on est capable de retrouver son son et on est capable de retrouver son intention. Et c'est bien le but. Mais il n'y a surtout pas d'intention musicale dans tout ce qu'on fait. Alors, je pense qu'on s'est mal compris sur les mots. Mais moi, je ne crois pas dans la neutralité de la reproduction sonore, comme je ne crois pas dans l'objectivité d'une démonstration. Je crois que tout est subjectif, et quand on retransmet quelque chose, on y met forcément quelque chose, on y met forcément une intention. Sinon, il suffirait de prendre sinon tous les amplificateurs et toutes les enceintes se ressembleraient. Mais or, ils donnent chacun leur interprétation. De la même manière que pour un même texte musical, chaque interprète va donner son interprétation de mêmes signes musicaux. Pas du tout. Non, mais pas du tout. Il y a des technologies. C'est un pur problème technique. Soit vous reproduisez. Enfin, si vous avez une guitare avec un ampli de guitare qui crée de la distorsion, cet ampli crée de la musique, mais il est dans l'intention du guitariste qui lui-même utilise cet ampli pour créer de la distorsion. Nous, notre démarche n'est pas du tout une démarche créative. Notre démarche, elle est neutre au même titre que le livre de l'écrivain imprimé. C'est pas une interprétation. Après, vous pouvez dire le choix du papier, etc. Je dis, si vous n'avez pas Renaud Capuçon en face de vous en train de jouer, c'est vrai que la musique reproduite, il manque Renaud, quoi. Il manque la présence de l'artiste. Il manque physiquement ce qu'il est capable de transmettre. Il manque la salle, le partage avec les autres. Il manque plein de choses qui changent la façon dont on va recevoir l'œuvre. Mais nous, chez De Vialet, notre intention, du point de vue musical, elle est absolument nulle. Il n'y a pas d'intention. Et si d'autres amplis vont donner une coloration ou des choses comme ça, c'est un défaut. Après, vous pouvez aimer ce défaut, mais concrètement, c'est un défaut. De même que, voilà, l'intention, elle est totalement absente de la musique qu'on reproduit. Cher Quentin Sagnier, non mais c'est extraordinaire, parce que vous avez un idéal qu'on pourrait aussi qualifier d'une certaine candeur aussi. Quand vous dites que vous êtes comme un éditeur qui dirait « Mais moi,
je suis éditeur. Je n'interprète pas du tout l'œuvre de l'écrivain. Pour moi, seul l'écrivain est immense et grand, mais dans le choix du papier, dans le choix de la lettrine, des caractères, c'est bien l'éditeur qui et j'en sais quelque chose pour avoir écrit quelques livres, c'est l'éditeur qui fait tout ça. Et tout ça, ce sont des informations qui peuvent servir le texte ou quelquefois le desservir. Donc, il faut être aussi conscient de cette chose, tout en étant, et c'est tout à votre honneur, dans un idéal de pureté et de transmission. Et je pense que là, on peut être d'accord sur cette chose-là, de manière à donner à nos étudiants, à moins que quelqu'un ait envie. Moi, je voulais dire une chose, parce qu'il y avait une super tentative de Renaud pour avoir sa phrase là, qui peut vous réconcilier. Renaud a dit tout est relatif. Le problème, c'est que quelqu'un l'a déjà dit, ça d'abord. Mais je pense qu'on peut dire ça entre vous. Simplement, moi, en tant que musicien, compositeur et créateur, je dis que simplement, ce dont parle Quentin, il faut dire la vérité, c'est la puissance de ce qu'il est en train de faire. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui choisissent la couleur quand on fait de l'amplification. C'est-à-dire que moi, en tant que créateur, quand je cherche un piano, tous les pianos ne se valent pas, effectivement, ils ont une couleur. Mais il y a des fois où j'aimerais tellement avoir une forme de neutralité. Et je rebondis, finalement, la différence entre le bruit et le son, c'est un, c'est très relatif. Et deux, pendant longtemps, ce qu'on a appris le bruit, c'était une neutralité qui polluait. On se rend compte que la neutralité, ça n'existe pas, parce que même le bruit de la ville vous apprend des choses sur la ville. Mais fondamentalement, le grand talent de ce que fait De Vialet, c'est d'offrir une neutralité qui, en fait, fait qu'il n'y a pas de distorsion. Il y a des moments où vous avez presque envie de vous dire, et le mec qui l'a créé, qu'est-ce qu'il entendait ? Si vous prenez un amplificateur qui colore beaucoup, vous allez peut-être vous faire plaisir, mais vous n'allez pas retrouver l'expérience dans laquelle il s'est trouvé. Moi, je trouve, et je peux le dire, chez 6e Son, on a des tonnes d'amplificateurs et des tonnes d'enceintes. Quand je demande à mon équipe de me présenter un produit à la fin, on l'écoute, non pas sur un fantôme, mais on l'écoute avec notamment un amplificateur, qui est un amplificateur que l'entreprise de Quentin a conçu. Donc juste, je pense que cette question de neutralité, elle est aussi dans ce qu'on entend. Il y en a qui aiment un son plus coloré, plus basse, plus ceci, plus cela. Mais je pense que moi, je serais un tout petit peu plus du côté de Quentin sur le fait qu'on peut faire, s'il y a quelqu'un d'autre à côté, un avis contraire. Non. Question suivante. Quelqu'un souhaite, dans la salle, rebondir peut-être sur cette question-là, ou on laisse la parole à un autre étudiant? Allez. Ton prénom? Aurel. Est-ce qu'on pourrait donner du son à Aurel pour un colloque sur le son, ça serait pas mal? Ok. Oui, donc vous faites chacun partie d'une partie de la transmission du son. Enfin, chacun, vous représentez une étape de celle-ci. Et donc, il peut y avoir une neutralité dans la transmission de l'émotion à une des étapes. Je suis assez d'accord avec ça. Il y a juste une autre étape, c'est celle entre le compositeur et l'interprète. Et là, j'aimerais savoir aussi, Monsieur Capuçon, ce que vous pensez de cette neutralité potentielle. Est-ce que vous pensez que vous cherchez à modifier un peu des intentions du compositeur pour les transmettre ensuite au public, ou est-ce que vous essayez de garder cette neutralité si tant est qu'elle soit possible? Merci pour cette question. C'est un débat qui est très large dans la musique classique, en tout cas aujourd'hui, parce que ça englobe aussi toute l'interprétation de la musique baroque, avec ses différentes, je dirais presque modes et différentes formes d'expression. Quand un compositeur écrit une œuvre, nous, interprètes, on a une partition en face. Et bien sûr que la première des choses à faire, c'est jouer les notes, tout ce qui est écrit par le compositeur. Et selon les compositeurs, il y en a certains qui écrivent énormément de choses. Par exemple, Debussy écrit quasiment une indication par note. Donc, si on fait déjà tout ce que Debussy a écrit, on dit déjà beaucoup de choses qu'il a voulu. Mais ensuite, l'interprète, s'il ne se contentait que de jouer les notes en rythme avec les indications de nuances et de dynamique du compositeur, on pourrait jouer tous de la même façon. Mais l'interprète, il a d'abord ce rôle, ce devoir, je dirais, de respect du compositeur, donc de respecter ce qu'il a voulu faire.
Mais ensuite, et ça je l'ai expérimenté au travail avec des compositeurs vivants, c'est pour ça que c'est extraordinaire de travailler avec des compositeurs vivants, parce qu'on se rend compte à quel point ce qu'on pensait être une nécessité absolue dans le respect du texte d'un compositeur qui est mort, donc avec lequel on ne peut pas vérifier, quand on joue pour un compositeur vivant, on se rend compte que finalement, parfois même une note qui peut être un peu différente, c'est pas qu'il s'en fiche, mais il est beaucoup plus attentif à l'idée d'une phrase, d'une émotion justement, d'une continuité de phrase. Et je me souviens que en travaillant avec tous les compositeurs vivants, que ce soit du Tilleux à Mantovani, en passant par Rime ou d'autres, j'ai appris énormément, grâce à eux, à jouer les compositeurs qui n'étaient plus vivants. Et j'ai relativisé énormément cette question de respect du texte, parce que je faisais partie des gens qui étaient vraiment très à cheval et très respectueux des bonnes éditions, des éditions originales, etc. Mais je pense qu'à un moment donné, si on est totalement obsédé par ça, on perd son rôle d'interprète. Il n'est pas aussi fort que si on se laisse justement. Il y a une limite à ne pas dépasser. Si on se laisse trop, si on suit trop son instinct, on peut aller dans le rouge. Donc c'est une sorte de balance à trouver entre le respect du compositeur et finalement laisser sa personnalité s'exprimer, et tout ça pourquoi ? Pour parler au public et pour raconter une histoire. C'est ça vraiment là. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Donc je m'appelle Alexis et j'aurais une question pour Monsieur Capuçon qu'on a déjà un petit peu abordé. C'est le conditionnement pour pouvoir être réceptif à la musique. Vous nous avez parlé de votre ami pour le concert d'hier. Et quelque part, est-ce qu'on doit être conditionné pour pouvoir être réceptif à la musique ? Et ça pose notamment la question du lieu, puisque vous aviez essayé de jouer dans le métro et en fait les gens passaient devant vous sans forcément écouter. Et aussi la question de formation, de préparation de l'oreille pour pouvoir vraiment percevoir toute la subtilité de la musique. Je vais faire court. D'abord, je pense que oui, cette expérience dans le métro, je la résume en quelques secondes. Mon collègue Joshua Bell avait fait une expérience dans le métro à Washington. Il avait joué dans le métro, voilà, il jouait dans la grande salle au Kennedy Center le lendemain, et la veille, le journal lui a demandé, le Washington Post, lui a demandé de jouer dans le métro avec une casquette, et il a joué, il a récolté $3 ou $4, personne ne l'a reconnu, alors que c'est une star aux États-Unis. Et ça montrait simplement que selon le lieu, même s'il avait le même violon, il jouait la même chose, et c'était le même type qui jouait aussi magnifiquement le lendemain à Kennedy Center, ça montrait la relativité justement de l'écoute. Et Simon Lelouch m'a demandé il y a une dizaine d'années de reproduire ça sur un court-métrage. C'était une expérience passionnante. La différence, c'est que forcément, on voyait les caméras. Donc c'était un peu différent. Mais par contre, on a fait une chose, je dirais en caméra cachée, c'est que j'ai joué dans le métro, vraiment dans une rame de métro, où personne ne voyait la caméra. Et là, j'ai eu un grand moment de solitude parce que j'avais vraiment l'impression, non seulement, bon, qu'on ne me reconnaisse pas, c'était une évidence, je le savais à l'avance. Pour l'anecdote, j'ai même fait une petite audition sur le comment dire. Avant de rentrer dans le métro, je me suis retrouvé face à un vrai violoniste du métro, en fait, un type qui tenait et qui m'a vu arriver et qui me dit: tu fais quoi toi? Je dis: moi j'étais tout seul, en fait, j'attendais la rame, j'étais pas très rassuré. Et il m'a demandé il a dit: vas-y, joue. Alors il m'a auditionné, quoi, en fait. Donc j'ai joué 2 notes et dit: c'est bon, ça va, il est parti. Mais bon, bref, donc je suis rentré dans la rame et là j'ai joué, et c'est une expérience assez exceptionnelle parce que j'ai jamais joué de ma vie devant un public qui n'était pas un public, mais si peu réceptif à la musique. Et je comprends complètement. Moi, si je suis dans le métro, j'ai aucune envie d'être ému à 10h du matin, ou quand j'entends quelqu'un qui chante Brel, et Dieu sait si j'adore Brel, j'ai pas envie à 10h du matin d'avoir une émotion très forte. Donc je pense que ça pose cette question de... Voilà. Pourquoi je vous disais ça, mon Dieu? On était parti sur quoi? Donc c'était une expérience très intéressante qui montrait que finalement, quand on est dans un endroit et qu'on n'est pas conditionné, qu'on n'a pas envie d'écouter, les oreilles se ferment. Ou même il peut y avoir même de la colère. J'ai des gens je suis passé avec le chapeau, et il y a vraiment des gens qui me regardaient
en disant, je lisais dans leurs yeux pourquoi vous m'avez ému en fait. Et c'était vraiment passionnant. Après, il y a aussi, donc ça c'est une expérience pour expliquer un peu le lieu, et puis il y a l'expérience par rapport à la formation musicale. C'est-à-dire que si vous prenez deux personnes à un concert, quelqu'un qui va écouter un concert qui a été éduqué musicalement, je ne parle pas en faisant du solfège, mais qui a une habitude d'aller au concert, et à côté de lui quelqu'un qui n'aura jamais entendu un concert, alors d'une certaine façon, il peut y avoir une différenciation, et on peut se dire celui qui n'est jamais allé au concert n'aura pas d'émotion, et c'est complètement faux. Tout ça, c'est relatif à la personne, et je vais vous donner une petite anecdote. Quand j'étudiais à Berlin, j'étais à l'Institut Goethe, et j'avais un pote qui apprenait l'allemand comme moi, qui ne connaissait pas du tout la musique, et il m'avait dit, moi la musique classique c'est pas pour moi. Donc évidemment, moi je l'ai emmené à un concert, je lui ai fait écouter c'était un bon exemple, je l'ai emmené écouter à Bado, le Philharmonique de Berlin dans une symphonie de Mahler, et le type à la fin il pleurait. Et il m'a dit, j'aurais jamais pu imaginer que la musique puisse me parler comme ça. Voilà, simplement par ces deux exemples, dans des endroits complètement différents, on voit que la musique, finalement, elle parle, le son, et qu'on n'a pas besoin d'éducation, on n'a pas besoin d'être formé, et on peut aussi bien être ému dans un métro que pas du tout, et pas du tout dans une salle de concert comme énormément. Donc je pense qu'il n'y a pas de lien véritable. Ouais, je trouve, parce que ça, c'est des expériences qu'on vit très souvent avec les gens qui viennent nous voir dans nos magasins, ou les gens qu'on a l'occasion de rencontrer. C'est qu'on est incroyablement gâtés en tant qu'humains pour vivre ces émotions-là. Et effectivement, on a beaucoup d'expériences de gens qui se mettent à pleurer, qui ont une émotion extrêmement forte, et ils sont émus par ce qu'ils entendent, et ils sont aussi émus de leur émotion, c'est-à-dire de découvrir à quel point la musique peut les bouleverser en fait. Et donc, et je pense qu'on est tous des super-héros de ce point de vue-là. On a une capacité d'homme, de femme augmentée. On a une capacité émotionnelle à travers la musique qui est absolument gigantesque. Et un muscle émotionnel qu'on est capable de travailler tous les jours autour de ça. Et sans doute le fait-on pas assez. Aujourd'hui, la musique, elle est disponible par des millions d'enregistrements disponibles en ligne. Je veux dire, écoutons de la musique. On se muscle émotionnellement, et notre capacité à comprendre le monde, à aller vers les autres, à entreprendre, etc., est développée par tout ça. J'aimerais savoir si chacun a pu poser une question. Est-ce qu'il reste quelqu'un ? Oui ? Bonjour, je m'appelle Victoria, et c'est vrai que j'avais des questions à poser, mais dans votre débat, il se trouve que vous avez répondu à beaucoup de questions. Donc j'étais contente que vous y répondiez sans que j'aie à poser ma question. Voilà. Merci Victoria. Avant de donner la parole à la salle, et toujours naturellement à tous ceux dans la salle, étudiants et anciens étudiants, j'aimerais donner la parole à chacun d'entre vous juste sur un problème simple, parce qu'à l'heure où de plus en plus nous parlons d'émotion, et où de plus en plus on voit les personnes dans le métro, puisque vous parliez de métro, avec un casque sur les oreilles, dans une sorte d'onanisme sonore, ou en tout cas de bulle sonore, où chacun se recroqueville un peu, et je me demande, est-ce que la musique, et comment, puisque nous avons à la fois un compositeur, créateur, un transmetteur et un interprète, comment faire en sorte que la musique, et pas seulement une musique, j'allais dire boum boum, mais vous me passerez l'expression, qui serait simplement une musique qui soit ce qu'on a tenté de définir, qu'il puisse y avoir une émotion élevée, et pas simplement un appel au rythme, à des choses un peu primaires et primitives qui sont en nous, qui ont aussi leur intérêt. Hein. Chacun adore se défoncer dans une discothèque, et c'est autre chose. Je pense qu'il ne s'agit pas tout à fait du même sentiment. Alors je pense, quel est pour vous trois,
chacun dans votre domaine, l'avenir que vous voyez à cette transmission de l'émotion par une certaine musique qui soit à la fois élevée et pour tous. Alors moi, c'est un sujet sur lequel je travaille beaucoup parce que quand je crée et quand on utilise mes musiques, j'en prends une en particulier, une marque qui s'appelle Samsung, en 2004, vient me chercher pour créer son identité sonore Monde. Et le sujet, c'est que cette musique que je crée, elle se retrouve dans 1,5 milliard de téléphones. Et donc, l'une des problématiques, c'est comment je peux être réellement universel. Parce qu'en fait, c'est un peu cette question-là qui se cache pour moi derrière une partie du débat. D'abord, on vit un temps formidable. La musique, il y a 200 ans, vous l'écoutiez soit dans les tavernes, soit c'était un divertissement bourgeois et c'était réservé à une toute petite frange de la population. Le ministère de la Culture, en 1954, je crois, crée le premier baromètre de l'écoute de la musique par les Français. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il faut être riche, citadin, plutôt vieux, un homme, pour écouter de la musique. Aujourd'hui, il n'y a plus de distinction. À titre personnel, je trouve ça formidable. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le temps d'écoute à la musique est en explosion chez tout le monde. Moi, en tant que... Alors je déteste ce mot, consommateur. En fait, en tant qu'être humain, je me rends compte que ça crée une capacité à partager avec tout le monde de façon phénoménale. Pour moi, l'avenir du son, l'avenir de la musique, c'est que nous sommes en train de créer le véritable nouvel espéranto. Quand je travaille sur, je peux prendre un exemple, par exemple Renault. J'ai créé la musique de cette marque-là. Ah, avec LT. Renault pas encore, on n'a pas collaboré, mais je sens que... Moi, je trouve qu'après Pink Floyd, travailler avec Renaud Cabuçon, je trouve que ça me ferait plaisir un peu. Et on se rend compte d'un truc assez super, c'est que quand on teste à travers le monde, les gens, avec leurs différences culturelles, aiment plus ou moins. Ça reste très culturel, on l'aime plus ou moins. Mais par contre, quand on travaille sur ce qu'ils comprennent de la marque à travers le son qu'on produit, eh ben, aujourd'hui, un Indien, il va la comprendre à peu près de la même façon qu'un Chinois, qu'un Brésilien, qu'un Russe, on a testé ça aux États-Unis. Quelle autre langue est capable de ça? Je veux dire par là qu'il m'arrive de faire des conférences dans différents pays et je me la pète un peu parce que je fais semblant de parler français. Et puis à un moment, je passe à l'anglais, je passe à l'espagnol et à l'hébreu, qui sont les langues que je parle. Et évidemment, personne ne capte rien. Et je dis, mais le problème, c'est que je dois vous traduire. Avec la musique, je n'ai pas besoin de vous traduire. Et je crois que c'est ça l'avenir de la musique. La musique, c'est une capacité, à mon sens, émotionnelle, certes, mais aussi fonctionnelle, qui demain va nous permettre de nous rassembler. J'en veux pour preuve, et j'aurais fini là, que plus les gens écoutent de la musique seuls dans ce mouvement onaniste, et vous avez, à mon avis, assez raison là-dessus, plus ils vont dans les festivals et se coller les uns contre les autres, bien épaule contre épaule, et ils vont ressentir quelque chose qu'ils ne ressentent pas quand ils sont avec leur casque. Je ne vous ferai pas la publicité de ce superbe ouvrage que j'ai sorti cet été, mais dans lequel un musicien qui s'appelle Jean-Michel Jarre, qui a bien voulu contribuer avec moi à ce travail, dit « c'est une nécessité que l'isolement que les nouvelles technologies créent, l'émotion que porte la musique, ça pousse à aller la revivre cette émotion, mais corps contre corps, épaule contre épaule. » Moi, je crois en ce grand philosophe du XXe siècle qui s'appelait Madonna, et qui a dit cette phrase formidable, « Music makes the people come together ». La musique, ça rassemble les gens, ça les fait venir ensemble. Alors moi, je suis ravi quand les gens écoutent de la musique, et ils en écoutent, mais dans des proportions absolument énormes par rapport à ce qui pouvait se passer il y a 20 ou 30 ans. À l'ère du micro-sillon, on avait quelques dizaines d'albums. Il y en avait toujours un qui avait 100 albums chez lui, mais c'était... Voilà. Aujourd'hui, on a accès en permanence à toute la musique du monde. Et cette musique, donc, on en écoute une partie sans doute seule au casque.
Et ça crée d'ailleurs des moments absolument magiques. Hein. Traverser le pont des Arts le matin, à l'heure du lever du soleil, avec votre musique dans l'oreille, je vous assure que c'est un moment qui est, d'abord, c'est magnifique, mais ensuite, le moment, il est tellement enrichi par la musique. Et plus on écoute de musique, plus on va au concert, plus on partage la musique. Voilà, je pense que tout ça est extrêmement positif. La musique, c'est évidemment un langage universel. Hein. Je dis souvent, on n'a jamais traduit la musique d'un film. Et la musique dans un film, c'est le vecteur émotionnel. Elle commence même souvent, la scène dramatique commence par une musique dramatique qui n'est pas encore la scène dramatique à l'écran. Parce qu'on sait que qui qu'on soit, quelle que soit notre expérience, quelle que soit notre culture, quelle que soit la musique qu'on ait entendue ou jamais entendue parce qu'on est dans le ventre de sa mère, on va ressentir exactement la même chose au même moment. Absolument la même chose. Moi, on me pose la question, comment vous faites par rapport aux Chinois et voilà, de la même façon que je n'interprète pas non plus, parce qu'un Chinois, il entend la même chose que nous. Un Chinois, un Japonais, un Zimbabwéen, il entend la même chose que nous. Tout le monde entend et ressent la même chose chaque fois. Voilà. Et la musique, c'est la transmission, parce que si je prends la musique, une musique qui pour moi est très très chère, qui est la musique qui est née dans les champs de coton sous l'esclavage en Amérique, qui est sans doute née avant ça, même en Afrique, qui est née, qui a donné le blues, le jazz, mais aussi le hip-hop, le rap, enfin beaucoup de musiques qui sont la force d'aujourd'hui, et les musiques dominantes du monde d'aujourd'hui, elles sont la transmission de aussi de toutes nos douleurs et de toutes nos misères humaines, et de l'aspiration à la liberté, à la joie, au bonheur, etc. Je voudrais juste citer quelqu'un qui s'appelle Francesco Lautaro, et qui est un peu le Diderot de la musique, c'est-à-dire c'est un homme qui rassemble depuis plusieurs décennies des œuvres qui ont été créées dans les camps de concentration. Et il faut comprendre que la musique, elle nous raconte aussi des choses qui sont indicibles de cette nature-là, et que cette gravité, cette terreur-là, cette horreur-là, elle fait partie aussi des choses qui nous permettent aussi de transmettre après un message de la joie et du bonheur aux autres, quoi. Donc la musique, elle est tout ça, et donc le fait qu'il y en ait, que tout le monde en écoute, et que sans doute beaucoup d'entre vous, en repartant, vous allez mettre votre casque et l'écouter dans le métro, moi je dirais continuez, puis partagez-la chez vous sur un de Vialet. Alors, juste avant de passer la parole à Renan Capuçon, et juste un peu, parce que c'est peut-être aussi mon rôle, d'apporter une petite note discordante à ce concert d'hymnes joyeux et confiants envers les bienfaits de la modernité, et sans vouloir passer pour le vieux con de service, j'aimerais simplement dire une chose, que je suis parfois inquiet, que je me demande comment un musicien aujourd'hui qui doit faire sonner une note de musique, c'est-à-dire comme si, pour rompre le silence, c'est-à-dire pour que la musique ait toute sa force, non pas seulement d'habillage sonore ou de remplissage de notre vide émotionnel ou existentiel, mais que ce soit simplement le signe d'un autre monde, je me demande comment peut-on le faire si nous sommes en permanence dans un bain musical, que ce soit dans un film hollywoodien où il n'y a plus un moment de silence. Quand vous regardez un vieux film de Hitchcock, comment joue-t-il avec la musique qui prend une dimension extraordinaire parce qu'il y a des grands moments de silence, et toute cette scène dans North by Northwest où Cary Grant fuit l'avion qui le poursuit, nous avons tous cette image en tête, c'est le silence complet. Plus aucun metteur en scène aujourd'hui, hollywoodien ou d'un grand studio, n'oserait faire une scène dans un silence total tel que Hitchcock
se l'est autorisé. Et aujourd'hui, quand quelqu'un ne peut plus écouter la voix de son cœur, de son esprit, et soit obligé de la remplir, comme on serait tellement angoissé devant une page blanche qu'on mettrait de la musique, hein, pour surtout ne pas penser, eh bien, voilà, c'est la petite note discordante que je voulais faire entendre avant de laisser la parole à Renan Capuçon. Moi, je pense que c'est quand même toujours mieux d'écouter de la musique. Il y a tellement d'autres choses pires que ça. Je pense que la musique est... Enfin bon, bref, en gros, j'aime la musique. Mais pour... C'est drôle parce que vous avez décrit tous les deux quasiment ma vie. C'est-à-dire que vous avez dit la musique rassemble. Quand vous parlez aux Chinois, la musique... Moi, j'ai le bonheur de faire... d'avoir cette vie où je prends des avions pour aller jouer le concerto de Brahms, de Beethoven, des trios de Schubert, dans des endroits multiples et au bout du monde parfois, mais dans des endroits qui peuvent être extrêmement variés. Et ce qui est totalement fascinant, c'est ce langage universel de la musique, donc ce que vous avez tous les deux décrit. Moi, je le vis sur scène, c'est-à-dire que quand je joue à Tokyo et ensuite je joue à Paris ou dans une ville, parce qu'on parle du Japon, de la Chine, mais parfois de jouer à Paris et ensuite d'aller jouer dans un petit village de province, d'aller jouer au fin fond de la Bretagne, d'aller jouer... la perception, elle est totalement différente. Et en même temps, la musique est la même. Je peux jouer le même concerto de Beethoven dans une grande capitale et ensuite dans un endroit reculé. L'émotion procurée par cette œuvre, elle sera la même et elle sera vécue bien sûr d'une façon différente par chaque personne. Ce qui est très réjouissant dans ce développement, effectivement, grâce aux technologies, grâce à toutes ces choses qui font que la musique est beaucoup plus maintenant universelle, qu'elle est écoutée par plus de monde que dans les années 50, où c'était effectivement pour un tout petit monde de privilégiés. Moi, je suis jamais plus heureux que quand j'ai un public. Je vais vous donner un petit exemple. À la Philharmonie de Paris, qui est cette merveilleuse salle qui a été créée à Paris il y a 3 ans, 2 ans et demi, il y a un nouveau public. Et donc, c'est un nouveau public qui ne va pas forcément très souvent en concert. Et je jouais le concerto de Beethoven l'année dernière, et le public a applaudi entre les mouvements, ce qui est pour un public classique une hérésie épouvantable. Donc, vous avez des gens qui applaudissent, et vous avez quelques crétins qui disent chut. Ils disent chut plus fort que les applaudissements. Donc en fait, ça n'a juste aucun sens. Tout ça pour dire que moi, quand les gens applaudissent entre les mouvements, je me réjouis parce que je me dis, tout cela, ils sont nouveaux. Et ce sont des gens qui sont venus à la musique parce que peut-être cette salle qui est dans l'Est parisien, ils y ont accès plus facilement. Peut-être parce qu'ils sont venus simplement parce que c'est une belle salle et qu'ils sont venus pour l'architecture. Peut-être qu'ils sont venus parce qu'ils connaissent l'interprète. Ou peut-être simplement parce que les places n'étaient pas chères. Mais en tout cas, tous ces signaux... Alors bien sûr qu'on peut camper sur ces positions en disant oui, mais je pense qu'il faut passer à autre chose. Et il faut se souvenir aussi que quand on jouait une symphonie de Haydn ou Mozart, et si on lit la correspondance de Mozart, il explique que parfois ils ont dû rejouer plusieurs fois un mouvement parce que les gens applaudissaient, on applaudissait entre les mouvements à cette époque. Et donc pourquoi pas le faire aujourd'hui? Tout ça pour dire que tous ces signaux-là, il faut être... je pense que c'est des signaux positifs, que les gens écoutent de la musique dans le métro, que les gens écoutent de la musique. Moi, j'adorais écouter de la musique quand je skiais, quand j'étais jeune. Sur les télésièges, quand vous écoutez une symphonie de Mahler ou la symphonie alpestre de Strauss, je vous conseille, c'est une des expériences les plus exceptionnelles. Moi, j'ai jamais compris pourquoi les gens voulaient prendre de la drogue. J'ai toujours considéré que écouter de la musique en skiant, c'était la chose la plus exceptionnelle qui soit. Mais c'est la poudre. Ah ouais. Attention, c'est ce qui va rester. Oh là là. Et voilà. Il y en a qui ont applaudi, ils sont nouveaux. Tant que la musique sera développée d'une façon ou d'une autre, et par tous les moyens possibles et imaginables, et de toutes sortes, même chose pour le classique, on peut parler des différents courants dans la musique d'aujourd'hui, des gens qui se battent parce qu'ils sont du courant X et d'autres du courant Y. Tout ça n'a aucun sens. À partir du moment où il y a le talent et à partir du moment où il y a l'émotion, je pense que la musique, elle doit exister. Et c'est en ce sens que la musique est universelle. Et que j'ai bien aimé l'exemple de l'espéranto. C'est-à-dire que je pense que la musique peut être
aussi un moyen, bien sûr, de communication, et au-delà de ça, un moyen presque politique de réunir les gens. Et je pense que les hommes politiques aujourd'hui qui mettent la culture au premier plan, partout à travers le monde, sont des gens, à mon avis, qui peuvent faire avancer les choses un peu plus, je pense. Parce que la musique est un vrai, et l'art de façon générale, mais peut-être plus la musique parce qu'elle peut justement... on est tous égaux devant une symphonie de malheur ou en écoutant du jazz ou en écoutant un grand chanteur qui vous met la chair de poule. J'écoutais Depardieu chanter Barbara il y a quelques jours et je me disais, j'étais tellement ému par cette voix fragile, mais cette espèce de type extraordinaire qui, je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais c'est une des expériences les plus bouleversantes que j'ai vécues dans ma vie de musicien. Un acteur qui chante Barbara, on peut être chinois, on peut être n'importe quelle nationalité, être jeune, être âgé, on est bouleversé par la poésie, la musique, les mots, et on a envie d'être ensemble dans ce sens-là. Et je pense que la musique est ce vecteur extraordinaire. Je voudrais juste préciser une chose d'abord. Sur le silence, Olivier, je vais vous rassurer très vite. Aux États-Unis, donc où je vis, les gens commencent à se rendre compte que la surstimulation est contre-productive. Et je vois dans mon métier où j'ai la chance que des grandes marques me fassent confiance, ça fait 5 ans que je prêche pour le retour du silence, ça fait 2 ans que j'ai réussi à le faire. Et donc je pense qu'on retrouvera du silence parce qu'on s'est rendu compte qu'à un moment, que si vous en faites des caisses, vous noyez le message. La deuxième chose, c'est moi ce que je ressens aussi, alors peut-être parce que maintenant j'habite New York, mais quand je viens en France, j'ai un tout petit peu mal à ma France, parce que je sens vachement de tension dans la rue. Je vois la haine, je vois cette histoire affreuse pas seulement les attentats, mais l'histoire de Mediapart. Je ne comprends pas comment un média peut parler comme ça. Et vous allez me dire, qu'est-ce qu'il fait à parler de ça? Mais moi, je vais vous dire une chose, c'est que la technologie, Olivier, elle fait qu'aujourd'hui, si vous regardez ce qu'écoutent les gens, par exemple, vous tombez dans mon téléphone, mais c'est aussi ce que je trouve dans l'iPhone de pas mal de gens que je connais qui ne sont pas particulièrement musiciens, je vais trouver des choses qui ont une diversité incroyable. Avant, on n'avait pas accès aussi facilement au fado portugais que à la musique ethnique du Kazakhstan, sur laquelle je ne m'étendrai pas, mais pourtant je fais une musique au Kazakhstan. Or, quand vous écoutez la musique, que vous l'appréciez, que vous y trouvez une émotion, c'est difficile d'haïr des gens, c'est difficile de haïr quelqu'un qui vous touche, avec qui vous avez envie finalement de vous rapprocher à travers la musique. Moi, je pense réellement qu'il y a une thérapie de la société à travers la musique qui peut faire baisser la haine et faire un peu plus triompher l'amour. Ça peut paraître complètement naïf, mais moi, je le crois profondément. Merci. Il y a un très bon art de la synthèse et de la concorde, Mickaël. À propos d'espéranto, j'aimerais juste dire que quand même l'espéranto, quand on compare à l'espéranto, c'est pas très gentil parce que c'est quand même un échec total dans le domaine de linguisme, puisque la langue véhiculaire aujourd'hui, c'est quand même l'anglais et peut-être demain le chinois. À propos moi, vraiment, je suis pour la liberté totale. Je trouve que chacun peut faire, à condition, évidemment, selon dans les valeurs que m'ont enseigné mes parents, c'est-à-dire la liberté des uns s'arrête ou commence celle des autres. Mais moi, je m'en fiche complètement. Si les gens veulent se défoncer les tympans et devenir sourds à 45 ans, c'est pas mon problème. Simplement, je trouve que dans le métro, pour parler du métro, d'abord, je crois qu'il y aurait quelque chose d'encore pire que ça. Ce serait une musique imposée. Là, ce serait tout d'un coup totalement totalitaire, comme dans certains restaurants où l'on ne peut plus parler les uns avec les autres, on ne peut plus retrouver des amis, où le principal, c'est la chaleur humaine et de pouvoir entendre ce que l'on dit. On ne peut plus, parce que, en plus, à partir d'un certain âge, on ne peut plus, dès qu'il y a trop de bruit, entendre simplement ce que vous dites là, ce que dit la personne. Donc là, le son et même la musique devient une agression. Et je me suis trouvé plusieurs fois avec des musiciens
dont Michel Legrand, par exemple, ou des musiciens, où dès qu'on arrive au restaurant, ah s'il vous plaît, coupez ça, coupez la musique. Et les gens disent, quoi, vous n'aimez pas la musique? On répond, si, justement. Et quand on aime la musique, on n'aime pas justement qu'elle soit imposée de manière totalitaire et comme si les gens n'avaient rien à se dire. En revanche, dans le métro, par exemple, je passe souvent par la station Châtelet, il y a un petit groupe qui joue, un petit ensemble à cordes, qui joue du Vivaldi, qui joue des tubes que tout le monde connaît, la petite musique de nuit de Mozart, etc. Et des gens s'arrêtent et c'est vraiment extraordinaire. Toujours à cette même station Châtelet, il y a des chanteurs russes qui chantent des chants traditionnels, mais vous avez... Même si vous êtes pressé et que vous passez, et que vous n'achetez pas leur truc et que vous ne déposez pas, mais vous vous sentez différent. Même si vous passez à toute allure parce que vous avez un rendez-vous et que vous ne voulez pas faire attendre la personne. Le seul fait qu'il puisse y avoir de la musique de la même manière que de la même manière, et j'en aurais fini, et je me tairai à jamais, que dans tous ces mailles, dans tous ces kiosques à musique, bon sang de bonsoir, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas des musiciens qui investissent ces squares à musique que de l'argent du patrimoine refait et qui restent désespérément muets? Je dis, ces kiosques à musique dans les mailles, que des groupes viennent, et pas seulement le jour de la fête de la musique, qui malheureusement devient trop souvent la fête du bruit ou de la bière. Et j'en aurais fini. Renaud. Je voulais juste dire qu'en fait, tout est une question de perception. Parce que dans le même restaurant où le grand dit nous on aime la musique, on n'en veut pas. Moi je sais que personnellement j'aime pas la musique dans les restaurants pour cette raison que quand on sort d'un concert et qu'on a joué, on n'a pas envie d'entendre. Mais il y a des gens qui aiment ça, il y a des gens que ça rassure. Le fait de tout ce que vous avez dit en fait peut être pris en contre-pied total. Moi, je fais partie des gens qui trouvent qu'il y a aussi souvent une agression sonore, même de bruit, mais ça va avec l'âge. J'ai l'impression que plus on vieillit, plus on est sensible au bruit. Et je suis pas encore aussi vieux que vous, mais ça ne saurait tarder. On se connaît bien, c'est pour ça que je me permets. Mais vraiment, je pense qu'on peut trouver quelqu'un qui va nous donner la même argumentation inverse en disant que tout ce que vous avez dit à l'instant peut être pris de notre côté. C'est pas seulement pour être diplomate que je dis ça, c'est vraiment parce que je pense que, encore une fois, la musique et la relation qu'on peut avoir à la musique est tellement personnelle et tellement en fonction du moment. Il y a des moments où on est fermé à la musique. Moi, je sais qu'en vacances, pendant 3 semaines l'été, je n'écoute quasiment pas de musique. J'ai besoin de silence. Mais c'est pas pour autant que j'insulte tout le monde s'ils écoutent de la musique. Vous voyez ce que je veux dire? Ça se tente. Et à part peut-être dans le métro où effectivement c'est assez facile d'écouter la musique, de manière générale, pourquoi en France est-il si compliqué d'aller à un concert? Il faut l'Opéra de Paris, c'est 3-4 mois avant si on s'y prend de bonne heure. Les prix, j'ose pas vous en parler, pour avoir été à Madrid, à Riga, à Budapest, à Prague, on retient, encore il y a quelques mois, la veille pour le lendemain, voire même le soir. Alors pourquoi en France est-ce si compliqué pour l'auditeur? Et la question, pourquoi est-ce que c'est aussi compliqué pour les interprètes, sauf si on s'appelle Renaud, de jouer? C'est très compliqué en France de pouvoir se jouer en spectacle, de trouver des salles, de trouver des engagements, contrairement en Grande-Bretagne ou en Écosse où il y a de la musique partout. D'abord, bonjour monsieur, je ne suis pas d'accord avec vous sur l'idée qu'on a de penser qu'en France et à Paris, les concerts sont chers et qu'on ne peut pas y aller. Ça vraiment, je pense que... Mais non, vous avez des places qui commencent à 15 €, monsieur, vraiment. Et je ne défends pas l'opéra. Hein. Mais il y a...
Il n'y a pas que l'opéra. Il y a d'abord énormément de ça. Non, mais peut-être. Hein, je sais qu'on a tous des situations où on veut aller à un spectacle. Mais moi, je me bats contre cette idée que la France, enfin, que la musique classique, en fait, en général, est restée élitiste. Si vous regardez vraiment précisément toutes les salles, d'abord, il y a un nombre de salles de concert maintenant à Paris et dans l'Île-de-France qui est incroyable, avec la scène musicale, avec la Philharmonie, avec le Théâtre des Champs-Élysées, la nouvelle salle de la Maison de la Radio, l'Opéra Garnier, l'Opéra... Enfin, c'est énorme, l'Opéra Comique. Les prix, bien sûr, si vous voulez une première catégorie, c'est cher. Mais si vous voulez aller écouter Johnny Hallyday, si vous voulez aller écouter les Rolling Stones, c'est aussi très cher. C'est à peu près, c'est même plus cher. Donc, je pense que ça, c'est... Alors après, peut-être que dans vos expériences, vous avez plus de facilité à réserver ailleurs. Bon, ça peut arriver et... Je sais que si on veut aller écouter un opéra à Vienne, si on veut aller écouter à Londres, les places sont chères aussi en première catégorie. On a à peu près les mêmes genres de cas. Bon, je défends un tout petit peu la France parce que je pense qu'on a quand même un pays qui marche plutôt assez bien. On est les champions du monde pour se plaindre, moi compris. Mais moi qui voyage beaucoup, je me plaignais aussi énormément quand j'avais 20 ans. Et plus je voyage, plus je me rends compte de la chance qu'on a, des nombreuses chances qu'on a quand même en France, et notamment d'un point de vue culturel. Et il y a beaucoup de choses qui sont faites. Après, pour ce qui est de votre question sur que c'est compliqué de jouer en France, ça, je ne peux pas répondre à cette question puisque je n'ai pas cette vision. Voilà, j'ai pas je ne saurais pas quoi vous répondre par rapport à si un jeune a envie. Mais vous parlez de quoi? De jeunes professionnels, de jeunes amateurs, Alors, vous avez dit une chose qui est intéressante. Vous avez dit qu'ils enseignent par dépit. Je crois que c'est déjà ça le problème. Ouais. Moi, j'enseigne à Lausanne depuis 3 ans pour justement former des musiciens et particulièrement des violonistes qui vont avoir envie d'être musiciens d'orchestre, enseignants, solistes éventuellement, quartettistes. Mais en France, on a un problème d'éducation. On a un problème d'éducation en pyramide. Donc, on forme des gens à qui on promet qu'ils vont devenir des solistes. Mais on promet à 100 personnes pour qu'il va y avoir une demi-place. Et ce que vous dites est assez vrai. On forme finalement 99 musiciens, surtout pour les violonistes et les violoncellistes et les altistes, à qui on promet une carrière internationale. Et finalement, ils vont se retrouver dans un orchestre ou en enseignant par dépit, comme vous l'avez dit, et ça c'est un vrai sujet, je pense, qui est très important en France, de pouvoir enseigner. Moi je pense que d'enseigner c'est une des choses les plus exceptionnelles qui existent, et il faudrait que... Alors, il y a aussi plein de profs qui adorent enseigner, hein, mais c'était intéressant de ce que vous dites. Alors après, si c'est difficile, ça je ne peux pas vous répondre malheureusement. Moi, 3 choses. D'abord, monsieur, à mon avis, Renaud vous donne la solution sur la drogue, hein, parce qu'à mon avis, quand tu es musicien et que tu enseignes par défaut, bon, tu es obligé de te droguer, il faut pouvoir s'en sortir. Ensuite, sur la musique et le prix de la musique, il y a quand même quelque chose qui est formidable, c'est que le prix de la musique enregistrée, l'accès à la musique, à l'écoute, lui, s'est effondré. Alors, sans vouloir faire d'économie à 2 €, ce qui est déjà en soi est pas très cher, il y a bien un moment où l'économie de la musique, celui dans certains contextes, fait des prix très chers. Et c'est vrai que quand Madonna vend un disque, effectivement, aujourd'hui, quand on voit ce qui reste en matière de revenus de disque, est très faible, donc il se rattrape sur l'économie de concerts. À l'inverse, la disparition des maisons de disques a permis à un certain nombre de créateurs... Ouh là là, il faut que je me reprenne. Je vais faire beaucoup d'ennemis. Le rôle plus petit des maisons de disques, la capacité des créateurs à organiser eux-mêmes leur carrière, la capacité à accéder directement et sans filtre économique, même sans filtre tout court, accéder à leurs auditeurs, fait qu'elles ont pris aussi en main leur performance live. Et aujourd'hui, je peux vous dire que si vous décidez de mettre simplement 10 €, 15 €, 20 € dans le prix d'une place, en tout cas dans le domaine de la musique rock, pop, électro, vous avez accès à des tonnes de trucs et des trucs super qualitatifs. Donc, je vous le dis, en tout cas, moi j'écoute de la musique classique, mais quand je vais à des concerts, c'est généralement du rock, de la pop, de l'électro. C'est un bonheur d'aller dans beaucoup de concerts. Quand je viens en France, je vais toujours, et ça ne me demande pas beaucoup d'argent. Mais je comprends aussi que parfois ce soit cher parce que l'économie de la musique a changé.
Juste une chose, quand on achète une place à l'Opéra de Paris 300 €, le véritable coût de cette place par rapport au spectacle que nous voyons est quelque chose comme 2,5 fois plus cher. En fait, quand on paye 300 €, la place devrait valoir 700 ou 750. Le reste, c'est l'État, c'est la communauté nationale qui le paye. Donc, en contrepartie de ça, c'est bien la moindre des choses. Enfin, c'est notre système. Ça veut dire, on peut très bien vivre à Londres, quoiqu'en ce moment, c'est peut-être pas le moment, ou dans d'autres pays plus libéraux. Mais nous, depuis Louis XIV et depuis la culture est étatisée, ça a des avantages, ça a aussi des inconvénients. De la même manière que quand on est professeur et qu'on recherche, et qui leur blâmerait une sécurité aussi de l'emploi. C'est comme la fable du loup et du chien de Jean de La Fontaine. Hein. On ne peut pas tout avoir dans la vie. On ne peut pas avoir la niche avec le repas chaque jour et la liberté du chien, du loup. C'est évident que si vous êtes loup et si vous avez la liberté, vous aurez beaucoup plus de niaque pour obtenir une salle ou un concert que celui qui, de toute façon, aura à manger chaque jour. Et j'espère qu'il n'y a rien de désobligeant, simplement un principe de réalité qu'il faut quelquefois rappeler parce qu'on a tendance, comme tout bon Français, à l'oublier. Est-ce que, Quentin, je vous ai vu avoir envie de parler. Non, mais je suis d'accord avec ce qu'ont dit mes camarades. Donc, voilà, donc c'est vrai qu'à Paris, j'avais envie de faire l'exercice pendant que vous posiez la question, de vous reprendre pour demain une place à la Philharmonie. Je suis sûr qu'il y a une place. Donc, parce que c'est un endroit voilà, où il y a à la fois une offre de contenu qui est absolument incroyable, et c'est un très grand endroit, très bel endroit, et il y a des places très abordables. Et aujourd'hui, il n'y a pas que l'opéra. Il n'y a pas que l'opéra. Avant-hier, j'ai entendu Maria-Jo Pires qui faisait son dernier concert à Paris, et Julien Brocal, qui est un jeune pianiste, qui a joué les miroirs de Ravel de manière si belle que j'en avais les larmes aux yeux. Et le dernier concert de Maria-Jo Pires qu'on entendra, qui est l'une des plus grandes musiciennes de la planète, le maximum c'était 50 € à la Philharmonie, minimum c'est 15 €, et il restait des places. Donc il n'y a pas que l'opéra. C'est vrai que si on veut aller à l'opéra, écouter le spectacle où il y a Kaufmann, etc., là effectivement c'est plein longtemps en avance. Mais ça, si vous voulez écouter Barenboim et la Philharmonie, ça sera la même chose aussi. C'est un phénomène comme si vous voulez écouter les Rolling Stones, c'était plein je crois en 1 heure. Donc après c'est une question, bon bref. Ouais. Bonjour. C'était pour savoir, est-ce que au fond la musique, le son et le bruit, c'est pas un remède à la faiblesse qu'on peut éprouver au niveau des mots d'un point de vue émotionnel? Moi, je vais avoir une réponse d'auditeur et pas de créateur ou d'interprète, mais c'est évidemment c'est ça, c'est-à-dire ce que transmet un créateur, c'est son émotion. Et il y a des choses, j'évoquais Stefano Lottoro tout à l'heure, c'est des moments où sans doute les mots sont pas capables d'exprimer ce qu'on a à dire. Et la musique, elle est là. Pour ça, elle est là de manière universelle, on l'a dit, et elle est là avec une richesse, une profondeur, je pense que c'est des sujets que vous connaissez mieux que moi, Renaud. Oui. Non, mais je vais répondre par un exemple, encore une fois. Chaque année, je donne un concert dans une maison de fin de vie, qui s'appelle la maison de Gardanne, à côté d'Aix-en-Provence. Et si on me demandait de passer une demi-heure avec ces gens qui sont vraiment en fin de vie, parfois ils vont mourir le lendemain ou le surlendemain, et qu'on me demande de leur parler pendant une demi-heure, je serais absolument incapable de leur dire quoi que ce soit. Par contre, avec mon violon, je leur joue 1 heure de musique et je parle avec la musique, je parle au travers de mon violon, et je pense que je leur dis des choses 1000 fois plus importantes et essentielles que si je devais me leur parler même 30 secondes. Donc, vous avez absolument raison, la musique
très souvent, en tout cas en ce qui me concerne en tant qu'interprète, je préfère toujours, si j'ai le choix entre parler et jouer, je préfère jouer 10 minutes plutôt que de parler 1 heure, parce que je sais que je vais arriver... J'aurais dû jouer, merci. J'arrive toujours à... Bon bref, en gros, j'arrive à m'exprimer beaucoup facilement avec mon instrument, et je pense que ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, que la musique est un vecteur exceptionnel de communication. Moi, je pense qu'il ne faut pas oublier que nous sommes des instruments sonores et musicaux. Vous parlez de la faiblesse des mots, c'était votre expression. Quand vous parlez, la production de ce que vous dites met en œuvre une prosodie linguistique et une prosodie émotionnelle. Vous ne pouvez pas vous exprimer sans y mettre, alors je vais le dire de façon peut-être plus compréhensible, une charge émotionnelle. Et même si vous aviez la volonté d'être neutre, cette neutralité générerait chez vous, comme chez celui à qui vous adressez, une stimulation émotionnelle. Ça veut dire aussi une chose, c'est que l'émotion sonore est indispensable à notre interaction sociale. On pourrait se mettre tout nus, tous. Bon, on serait réduit à ce que la nature veut bien faire de nous, et parfois McDonald's, parce que je vois souvent Olivier chez McDonald's, et on s'habille. Et on a tendance à dire qu'on s'habille... On a tendance à dire qu'on s'habille parce qu'il fait froid ou parce qu'il fait chaud. Mais si c'était le cas, aujourd'hui, on a tous vécu la même température, la même météo, on est tous habillés de façon différente. Parce qu'à travers la façon dont on s'habille, on dit un peu de qui on est, pour nous et pour les autres. Et je crois que ce n'est pas la faiblesse de bons mots, c'est le prolongement. La faiblesse des mots, non, parce que vous pouvez chanter vos mots et y mettre finalement la musicalité qui vous va bien ou qui est celle que vous voulez finalement que les autres ressentent, parce que eux ne peuvent pas vous écouter sans penser à la dimension fonctionnelle de vos mots, mais aussi à l'état émotionnel. Je crois que la musique, et ça sa grande force pour nous, êtres humains, c'est qu'elle est le prolongement magnifique, fonctionnel et émotionnel de ce que nous sommes en tant qu'êtres humains. Donc peut-être pas la faiblesse, mais l'amplification fonctionnelle et émotionnelle. Peut-être une conclusion qui viendrait de la salle, juste une phrase de Richard Wagner pour conclure cette très belle question. Le pouvoir de la musique commence ou s'arrête, celui des mots. Je crois que ça veut bien dire ce que ça veut dire. Peut-être monsieur ou madame, peut-être quelque chose pour conclure, surtout pas une question polémique qui raviverait... Non, surtout pas. Beethoven était sourd, il écrit une musique sublime en disant « J'entends cette musique ». Beethoven est-il le scribe de Dieu? Vous avez 4 heures. Concernant Dieu, il y a des très belles questions qui restent sans réponse, et c'est leur grandeur et c'est leur beauté. Je suggère, monsieur, que nous en restions là, et que nous restions sur cette question qui n'a pas de réponse. Merci beaucoup.